Père André-Marie, bonsoir. Bonsoir, je ne suis pas venu en tenue de jardinier, Voilà. mais j'avais bien envie. Mais oui, ça aurait été une belle surprise. Alors, le jardin de mon père, vous allez nous ouvrir ses portes à la découverte de toutes ces couleurs et ces senteurs, ces parfums. C'est l'objet aussi d'un livre. Et je crois que Bernard Pivot l'a dans son bureau. Oui, c'était une grande joie quand j'ai su qu'il avait aimé ce livre, donc qu'il avait aimé mon père. Ah oui, mais je veux dire que on est vraiment très touchés. On est éduqués en même temps que dans. Oui, en lisant beaucoup de ce gens livre. me disent que c'est ce que j'ai écrit de plus beau. Je voudrais c'est commencer vraiment- par lire quelques passages de ce livre. Je ne sais quel coin de mon cœur est venu au secours de mes mémoires pour qu'il me soit possible de remémorer tant de détails de l'époque de mon enfance. Mon père y est toujours présent. Dans un jardin, les saisons se suivent sans jamais flétrir la vie. Elles ne fanent pas, mais évoluent et changent. Les lieux ont une âme. Nous n'en sommes que le contenu. Tout comme la voix de quelqu'un nous révèle aussitôt la forme, la qualité de son intérieur, heureux ou triste. Les lieux prouvent la totalité de ce que nous y vivons. Mais aussi s'impressionnent en nous de ce qu'ils sont et de l'héritage de leur passé, même inconnu de nous. J'aime parler aux arbres parce que je voyais mon père le faire en silence. Je n'ai jamais entendu ce qu'il leur disait. C'était leur secret. Je croyais que c'était pour s'excuser de leur faire mal en les taillant. Il faut toujours tailler, conseillait-il, l'extrémité d'une branche en biais pour que la pluie s'écoule mieux et n'empêche pas la cicatrisation de se faire facilement. Je suis certain que s'il voyait aujourd'hui les haies taillées par des engins tractés mécaniquement et qui hachent et qui déchirent l'écorce des arbres, il pleurerait de rage et de tristesse. Je sais qu'il me dirait « Si on ne respecte pas la nature, on ne respecte pas les hommes ». Si l'on torture les branches des arbres, on s'habitue à l'idée que la torture n'est pas hors norme et contre nature. Son sécateur était toujours à sa portée. Je ne l'ai jamais vu casser une branche, mais il la taillait avec un respect que j'appellerais chirurgical. Son plantoir était toujours là. On n'arrache pas une plante pour la mettre ailleurs. Il faut la veille préparer la place, l'arroser, alléger le sol, et le lendemain, lorsque les feuilles seront couvertes de rosée, elle sera prête à être déplacée. De sa seule main, il faisait tous ces gestes qui prenaient à mes yeux un aspect solennel et mystérieux. J'en ai inconsciemment conclu que la vie doit toujours se respecter au travers de toutes les formes qu'elle prend autour de nous dans la nature. La distance, l'inintérêt que tu laisses subsister entre la nature et toi correspond à celle que tu laisses subsister entre toi et toi-même. Le jardinier est père de la vie des plantes. Comme tu es responsable de prendre soin de toi et de te mener au-delà des saisons, des rigueurs de l'hiver, des torrides étés, à la sérénité qui a racine en toi. Quel amour et quelle sagesse dans cet texte. Mais vraiment, à travers ces lignes, je pense que votre père n'était pas comme les autres. Mais je crois que quand on est né dans un jardin, on trouve tout à fait naturel et spontané. Et j'écris ça tout à fait naturellement, je n'ai pas à faire d'efforts. Je ferme les yeux et je vois mon père dans son jardin. Et je me vois là où je dois être, dans le jardin d'église, en ayant, si je veux être fidèle à mon père, la même attitude de respect pour les autres. À un moment donné, dans votre livre, vous avez l'impression d'avoir prolongé en pleine conscience ce qui était en germe quelque part
Oui, Dans ce parce que votre père avait intuitivement, il faisait. Ce n'était vivait. pas un intellectuel, c'était un intuitif. Et ce que je lui fais dire, je sais qu'il le pensait. C'était comme ça en lui. La preuve que c'est en moi, et c'est de lui que je l'ai reçu. Mais c'était un homme tellement humble, je ferai remarquer que la terre, ça se dit humus, humilité, qu'il n'aurait jamais cru qu'un jour on écrirait un livre en parlant de lui. C'était pour lui impensable. Ben oui, oui, c'est sûr, mais vous lui rendez un bel hommage. Vous dites aussi que parfois, si vous existez, c'est très mystérieux ce que vous dites. C'était grâce à un petit carnet noir en sky. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, voilà, Chantal, j'étais amené ce carnet. Oui. Tu vois ce petit carnet noir en sky. Oui, tout à fait. Et si j'essaie de lire ce qui a été écrit là, dans les années 1915, je peux voir que la culasse du fusil a tel poids, qu'il faut la manier de telle et telle façon, que la boîte de répercussion s'appelle de telle façon, que le levier élévateur du canon du fusil doit être manié de telle façon. C'était le carnet de guerre de mon père où il notait tout ce qu'on lui apprenait. Donc la guerre 14, voilà. Qui a marqué évidemment sa vie. Voilà. Et puis je t'ai montré tout à l'heure sa photo quand il était militaire, et il y a la poche de sa vareuse à gauche. Or, ce carnet était dans la poche de la vareuse. Était dans la poche de la vareuse. Et il y avait à côté son carnet, son livret militaire qu'un militaire devait toujours avoir sur lui. Tu vois comme il est tout sali et tout noirci. Oui. Eh bien, si tu regardes de près, dans ce carnet, il y a un trou. Oui. Eh bien, c'est une balle qui était destinée à lui percer la poitrine et le cœur sur la poche gauche de sa vareuse, et qui a été déviée par ce petit carnet que tu vois, ça a transpercé toutes les pages. Et ce que tu vois de noir sur son carnet militaire, c'est son sang. Eh bien, s'il n'avait pas eu ce petit carnet en sky dans sa poche, je n'aurais jamais existé, mon frère non plus. C'est ce carnet qui a sauvé la vie de mon père. Alors, il était extrêmement blessé, il a eu plus de 7 blessures, 7 fractures ouvertes, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais il avait ce petit carnet en poche qui lui a sauvé la vie. Je comprends pourquoi ce petit carnet-là a une telle importance. Alors, votre père, il n'était pas comme les autres. Un jour, j'entendais des camarades qui disaient « Ah oui, ton père, il était manchot. » Comment mon père, il était manchot? Il n'était pas manchot, mon père. Il n'avait qu'un bras qui était aux 3/4 paralysé, mais avec ce morceau de bras, il en faisait bien plus que les autres. Il savait tout faire. Et il faisait tout. Quand nous étions enfants, c'est une question que les petits se posent toujours. Qu'est-ce qui fait ton papa? Alors, le répondait, il est boulanger. La grande réponse chez nous dans les Flandres, c'est il est fermier. Mais ça, c'était tout à fait en bas de la société. Les fermiers, on disait en flamand les boertaps, c'était ceux qui traînaient dans la boue. Voilà. Et puis, et ton papa, qu'est-ce qu'il fait? Alors là, il y avait toujours un grand silence. Mon père, c'est un grand invalide de la guerre 14-18, de la Première Guerre mondiale. Il n'y avait personne qui savait ce que ça voulait dire, mais mon père, c'était un grand invalide de guerre, alors il y avait un silence qui était un silence admiratif. La Première Guerre mondiale, eh bien, mon père nous en parlait en permanence. Quand son corps a été détruit au cours d'une guerre, tous les jours il en souffrait, tous les jours il en parlait. Tous les matins, je voyais ma maman lui faire un pansement. Toute sa vie, elle a dû lui faire un pansement. Il avait une énorme plaie à l'épaule qui a suppuré pendant des années et des années. Et régulièrement, il fallait qu'il fasse venir le médecin pour lui réouvrir cette plaie parce que ça suppurait de l'intérieur. Et tous les 2 ou 3 ans, il y avait des esquilles d'os parce qu'elle avait l'épaule complètement fracturée qui ressortaient. On assistait à ça, mais on y assistait, c'était quelque chose de tout à fait normal. Et mon père me racontait qu'alors qu'il était dans les tranchées, tout à fait à la fin de la guerre, en 18, à la bataille des Flandres, c'était dans un petit village qui s'appelle Saint-Jean-Scapelle, près de Bailleul. Je faisais samedi soir une conférence pour le Père Pedro à Bailleul, à quelques kilomètres de l'endroit où mon père a été blessé. Et avec son escouade, c'est-à-dire 75 hommes, il devait attaquer une ferme occupée par les Allemands. Ils avançaient en faisant un petit monticule de terre devant leur tête, en grattant le sol pour protéger leur tête, et ils rampaient dans le sol pas à pas. Mon père était l'ordonnance du lieutenant Franchet d'Espéré, qui était le fils du maréchal Franchet d'Espéré. Et il était le premier blessé, ayant le coude levé pour gratter le sol. Une balle lui a transpercé le coude.
Et il a poussé un cri. Le lieutenant lui a dit « Qu'est-ce qui se passe, Foutrin ?» Eh bien, j'ai le bras cassé, viens près de moi et je vais te couper les courroies de tes musettes et bidons. Parce qu'à l'époque, les militaires avaient un harnachement de 40 kilos sur le dos. Ce qui d'ailleurs les protégeait aussi. Oui. Il a coupé la première courroie du sac et au moment où il a coupé la seconde, mon père a senti qu'il s'affaissait contre lui. Il avait reçu une balle dans la tête et il était tué. Et les uns après les autres, tous ont été tués parce qu'ils s'appelaient, ils se hélaient, ils s'interpellaient l'un l'autre, comment vas-tu? Et les uns après les autres, ils ne répondaient plus. Et mon père a eu ainsi plus de 7 fractures ouvertes par balle, le dos, la jambe, l'autre bras, tout le dos, l'épaule, etc. Il a été le seul rescapé ou pratiquement? Je crois, oui. C'était à 6 heures du matin que l'attaque avait eu lieu et il a été ramassé à 10 heures du soir. Il était dans le coma, c'est ce qui lui a sauvé la vie. Avec toutes ces fractures ouvertes, il n'aurait jamais pu continuer à vivre. Mais le coma a fait que le cœur battait moins et le sang s'est coagulé. Donc le soir, 3 militaires recherchaient le corps du lieutenant Franchet d'Espéré pour prendre sa plaque d'immatriculation, son portefeuille, sa montre et les envoyer à sa maman. C'était la tradition pendant la guerre. En soulevant le corps du lieutenant, ils ont vu que mon père bougeait encore. Alors, il a entendu une voix qui disait « Vous le prenez sur vos épaules et vous l'amenez jusqu'aux infirmiers. » Il l'a entendu? Il a entendu. Parce qu'il était oui, on entend dans le coma. Et les autres ont refusé en disant « Mais si on a pu passer les lignes allemandes comme ça, nous, mais si on a un blessé sur le dos, on ne pourra jamais repasser les lignes allemandes dans la nuit. » Et mon père a entendu cet homme qui a armé son fusil et qui a dit « Vous le prenez sur vos épaules ou bien je vous descends. » Pendant des années, cet homme qui s'appelait Monsieur Héripré, on allait le remercier tous les ans, le jour de l'an, d'avoir sauvé mon père. Oui. Quand moi-même je suis parti pour la guerre d'Algérie, mon père m'a dit, il avait un petit nom pour moi, il m'appelait Nunch. On dirait mon petit loup, mot à mot c'est mon petit chien, mais mon père m'avait toujours appelé Nunch. Il m'a dit, Nunch, tu pars à la guerre, tu vas faire la guerre d'Algérie, fais ton devoir, mais n'en fais pas trop, ça sert à rien. J'ai fait la guerre d'Algérie et quand j'y suis revenu, 5 ans après, j'étais dans un état pire que lui. Et quand il m'a vu à l'hôpital militaire, il m'a simplement dit « Tu te souviens pas de ce que je t'avais dit quand tu es parti ?» Alors je lui ai dit « Oui, papa, je me souviens, mais tu sais, j'ai fait comme toi. » Et il s'est retourné pour cacher ses larmes. Et voilà que l'histoire de mon père continue à travers moi. Oui. C'est vrai que tous les jours, j'ai aussi à pâtir de ces problèmes de la guerre, de la violence. Et quand on vit ça, on n'a qu'une envie, c'est de mettre de la douceur, de la bienveillance, des pardons dans tout ce passé tellement ridicule. Quand on pense qu'à Verdun, il y a eu 1 million de morts d'un côté, 1 100 000 morts de l'autre. Pourquoi maintenant ces terres sont en jachère? Elles ne sont même plus cultivées. C'était pour la couleur d'un drapeau, pour des frontières, parce que des chefs d'État avaient déclaré la guerre. On avait décidé, ceux-là, ce sont vos ennemis. Alors on voit aussi à travers ça, ça c'est toute l'histoire de l'humanité. Hein. Oui. Mais ce que vous êtes aujourd'hui, Père André-Marie, c'est ce côté très, à la fois paternel, une paternité spirituelle, Oui, avec oui, tous oui. ceux que vous accompagnez, et puis quelque chose de maternel aussi. Oui, j'aime beaucoup quand à la demeure, on m'appelle Papa Poule. Papa Poule, oui. Oui, j'ai eu beaucoup d'enfants. En ce moment, dans le jardin, il y a une mère poule avec des petits poussins, et c'est merveilleux. Elle rentre dans la maison, elle s'installe où elle veut, elle vole dans les arbres. En Les liberté, tout- en Les tout liberté. petits poussins qui ont quelques semaines s'envolent dans les arbres. Ils logent là. Ah, il faut dire que chez vous, c'est la maison du bon Dieu. Il y a plein Il y a des d'animaux, animaux on en en liberté, il y parlera. a les colombes, il y a les pigeons, il y a les dindes, il y a les pintades, il y a les oies, et puis il y a tous ceux qui viennent d'ailleurs. Il y a des canards qui sont venus s'installer dans les pièces d'eau comme ça, tombés du ciel. Et ils meurent de leur belle mort. Ah vous oui, ne non, on les- n'a jamais tué une non, bête. Vous ne les non. mangez pas. Hein. Non, on mange les œufs des poules, bien Bien sûr, sûr, mais mais ça, c'est- on ne va jamais tuer un animal. Une réflexion que je faisais, c'est-à-dire que mon père qui m'aimait beaucoup, mais mon père ne m'a jamais embrassé. C'est ça, oui. Alors, pourquoi Eh vous ben, il êtes- n'avait pas de bras, il ne pouvait pas embrasser. Il ne m'a jamais caressé, Ouais. jamais serré dans ses bras. Invalide de la guerre 14-18, il était amputé d'un bras et en partie paralysé de l'autre. La grande leçon que je retiens de lui, c'est qu'il y a des gestes non faits
qui sont mystérieusement plus réelles que des attitudes exprimées. Il doit donc en conséquence être des paroles non dites qui sont plus fortes que des discours, des silences et des vides qui ont capacité de plénitude, des absences apparentes qui présentent une réalité d'être et d'actualité plus profonde que des présences. La preuve en est que mon père ne m'a jamais embrassé et que je suis si sûr de sa tendresse, jamais serré dans ses bras et que je suis si rassuré de sa bonté, jamais caressé et que je ressens encore la douceur de sa présence. Et je crois qu'on peut renvoyer cette même image à Dieu. On n'a aucune preuve de sa présence, mais c'est tellement rassurant. Sa tendresse. Alors, mon papa m'a aussi appris à tailler la vigne, tout enfant. Et pendant la dernière guerre, nous étions réfugiés dans le Midi, au pays des vignes, tout près de Carcassonne, à Cornaise. Mon père passait une partie de son temps à tailler la vigne. Et d'ailleurs, moi-même, lorsque j'étais petit, je parlais comme ça. J'ai appris à parler à Carcassonne avec le soleil. Vous voyez, comme ça, né dans le Nord, et puis voilà, avec l'accent du... Oui, à 2, 3, 4 ans, j'étais dans le Midi. Alors là, c'est pas étonnant que vous nous ayez apporté un disque de Chantal Eden, que je ne connais pas, qui chante justement la vigne de mon père. De mon père. Sur cette terre aride qui descend vers la mer, où la montagne arrête les yeux et le cœur, sur cette terre aride où l'on respire la garrigue et tout le parfum du romarin, sur cette terre magique des Cathares est née la vigne de mon père. Je leur ai donné ma terre et le pain et le vin. Ils ont reçu la lumière et la vigne de mon père. Je l'ai parcouru cette terre aux 1000 couleurs. J'ai vu les amandiers en fleurs quand l'hiver est partout ailleurs. Et j'ai compris pourquoi le Seigneur du temps s'en était allé au mont des Oliviers. Je leur ai donné ma terre et le pain et le vin. Ils ont reçu la lumière et la vigne de mon père. Je leur ai donné ma terre et le pain et le vin. Ils ont reçu la lumière et la vigne de mon père. Et le vent parle de la mer. Le vent du sud emporte avec lui toutes les odeurs de la terre. Et un peu de nous au passage. Et le vent bouge les vagues. Et il use les pierres, sans jamais nous quitter, tout au long des saisons. Sur cette terre, gorgée de soleil, j'ai cueilli le raisin de mon père. Sur cette terre qui descend vers la mer, j'ai taillé la vigne de mon père. Je leur ai donné ma terre et le pain et le vin. Ils ont reçu la lumière et la vigne de mon père. Je leur ai donné ma terre et le pain et le vin.
Tout enfant, il m'arrivait de voir mon papa aller au bout du jardin, comme s'il se cachait, et je me percevais parfois qu'il faisait des grimaces, à cause de la douleur qu'il ressentait dans ses bras, dans ses membres. Car malgré son handicap et la fatigue supplémentaire que lui causait toute activité, il était déjà dans son jardin dès le matin très tôt. Il me semblait que la fatigue était pour lui une façon d'honorer la vie, de se dépasser. On aurait cru qu'il voulait nier la souffrance en faisant plus que quelqu'un de bien portant. C'était sa façon de lui dire « Tu vois bien que tu n'es pas si mauvaise ». Même sur le mal, il avait un regard de bienveillance. Et ce qui est plus étonnant encore, même sur son propre mal, il avait une vue de tolérance. Souvent il disait « La nature est son propre médecin. Elle se soigne elle-même. Elle est sa propre thérapie. » Il savait bien d'expérience qu'en plantant les tomates à côté des artichauts, l'odeur de leurs feuilles chasserait les pucerons, qui aiment investir les boutons terminaux. Il m'avait d'ailleurs un jour fait remarquer « Ce que nous mangeons de l'artichaut n'est que le bouton de la fleur. » Pour m'en convaincre, il avait oublié d'en cueillir un. Quelques semaines plus tard, il s'était épanoui au soleil en une merveilleuse fleur bleue. Pourquoi papa l'artichaut donne-t-il sa fleur après son fruit? Il m'avait répondu par une autre question. Mais pourquoi veux-tu toujours mettre du désordre dans la nature? Elle a son ordre à elle, qui ne correspond peut-être pas à ta façon de voir les choses, mais qui correspond à la forme que prend la vie en elle. On n'aime pas la nature avec des idées, encore moins avec des émotions. On aime la terre avec tous ses sens. Ce qu'on aime en elle, c'est la vie. Elle a 5 bouches pour nous parler, nos 5 ouvertures sur le monde, nos 5 capacités d'entrer en relation avec les autres. Si nous laissons notre mental boucher les trous de respiration que nous avons sur le monde, alors nous allons étouffer. Nos yeux doivent être à l'écoute, nos oreilles doivent sentir. D'ailleurs, lorsque les aveugles disent « montre », ils tendent la main pour ressentir, parce qu'il y a, je crois, plein de petits yeux dans les mains des aveugles. Nos idées trop souvent nous aveuglent. Nous ne laissons plus toutes les sensations que notre corps voudrait nous donner passer au travers de nos sens. Nous en avons fait des sens uniques, alors qu'ils sont sensationnels. Nous en sommes même arrivés à ne plus oser prononcer le mot sensuel, parce que nos idées sont venues squatter nos 5 fenêtres sur le monde. Alors les rideaux sont tirés, et tous nos petits yeux qui ne peuvent plus voir vont malheureusement s'éteindre. Il ne faut pas chasser les idées. Elles reviendraient par l'autre porte. Il faut les regarder en face, telles qu'elles sont, toutes nues. Elles se croient belles, mais parfois elles ne sont que bêtes. Elles auront honte de leur nudité, de leur soi-disant maturité. Elles iront elles-mêmes chercher gîte et couvert ailleurs. On dira peut-être de toi, il a la tête vide, mais tu sauras que cela veut dire il a le cœur plein. Parce qu'en toi, les choses seront en ordre. Tu ne verras plus le désordre autour de toi et chez les autres. Tu seras libéré, et à cause de cela, libérant. Dans un jardin aimé, la sagesse pousse partout.
Mais n'en parlons pas trop. Les autres, qui ne la voient pas, riraient de nous. Le père André Marie, il nous introduit, il nous fait découvrir le jardin de son père, mais tout d'abord, il nous fait découvrir son père. Et on voit que c'était un papa pas comme les autres, quand même, avec Non, pas une du grande tout comme les sagesse. autres. En tout cas, aussi. c'était le mien. Ben, c'était Et le vôtre, enfant, oui. Il on est croit que tous unique, les de toute papas sont façon. comme ça. Bah oui. J'avais cependant découvert un jour, alors que j'avais 15 ou 16 ans, je faisais le patronage à la paroisse, et j'avais un jour posé aux enfants la question « Qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu seras grand ?» Alors l'un voulait être boulanger, l'autre voulait être pompier, l'autre voulait être gendarme. Et un petit, je me souviens, il se prénommait Bernard, il baisse la tête, il serre les poings et il dit rien. Et comme je faisais la route avec lui pour rentrer à la maison le soir, je lui dis « Mais Bernard, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être grand ?» Je te le dirai pas. Enfin, dis-moi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Que je vais être grand, je vais casser la gueule à mon père. Voilà, ce jour-là, ça a été un bouleversement à moi. Moi qui croyais qu'un papa s'était fait pour aimer, une maman aussi, et pour être aimé, voilà que des enfants avaient tellement souffert qu'ils n'avaient qu'un rêve. Quand je serai grand, voilà ce que je vais faire. Et tout à l'heure, je parlais de l'hôpital où mon père a passé des années et des années. Il était aux Grands Invalides à Paris pendant très très longtemps. Et puis moi-même pendant des années à l'hôpital militaire de Marseille, de Chalon-sur-Marne, de Lyon, de Lille. Bien souvent, à chaque fois qu'on passait devant l'hôpital d'Asbrook, où nous habitions, pour aller à l'église, on passait devant l'hôpital. Mon père faisait un détour et il passait devant la maternité de l'hôpital. Voilà ce que j'en ai écrit. Il aimait, lorsque nous passions devant l'hôpital, me faire cadeau d'une visite à la chapelle. « C'est ici que tu as été baptisé. » Il m'expliquait que ce jour-là, quelque chose de moi avait pris racine dans le jardin du mystère de Dieu. Je ne le crois plus maintenant, car je sais que mon père était ce bout d'univers par lequel je suis rattaché à tout l'univers, ce bout de paternité par lequel je suis rattaché à la paternité divine. Il était la racine qui me reliait à lui. Nous sortions de l'hôpital en faisant un détour pour aller à l'église, en traversant le service des vieillards. Je m'en souviens. Ça sentait le pipi et le propre à la fois. On y voyait des sourires encore jeunes, sur des visages pourtant ridés. J'avais l'impression profonde que comme les belles poires blettes qu'il m'avait montrées la veille, dont la peau était encore toute rougie et jaunie par le printemps, j'avais l'impression que ces vieux donnaient l'occasion de nous accorder ce qu'ils étaient encore capables de nous offrir à l'extérieur, alors que les belles poires qu'ils m'avaient montrées étaient blettes à l'intérieur. Beaucoup le connaissaient ou le reconnaissaient. Ils l'appelaient Paul, comme s'il était l'un des leurs, de la famille, et je me sentais honoré. Ce sont, disaient-ils tous, de pauvres vieux travailleurs. Et là, je voudrais donner une explication. À cette époque, il n'y avait pas de retraite. Et les gens travaillaient jusqu'à leur mort. Tout comme maintenant, il y a des augmentations de salaire avec l'ancienneté, à l'époque, il y avait des diminutions de salaire avec l'ancienneté. Et plus on vieillissait, moins on était payé. Et il y avait beaucoup de pauvres vieux travailleurs. L'expression vieux travailleurs, on l'entendait comme maintenant les retraités. Beaucoup terminaient leur vie à l'hospice dans la misère. La société, à ce niveau-là, a beaucoup évolué. Ce sont tous de pauvres vieux travailleurs. Regarde au fond du couloir, Aristide, l'ancien cordonnier. Il est tout voûté d'avoir passé sa vie penché sur l'usure des chaussures des autres. Maintenant qu'il est usé lui-même et qu'on ne peut plus le ressemeler, personne ne veut plus de lui. Mais tu vas voir, semblant de rien, on lui fera un grand sourire. Les sourires, ça fait redresser les vieux, ça leur fait reprendre racine à la vie. Il ne faut jamais perdre l'occasion d'un sourire, car il manquerait quelque chose à l'histoire du monde. Sans ton sourire, l'histoire aurait comme un trou noir, un trou d'absence et de manque.
Dans un jardin, disait-il, on ne peut jamais boucher un trou, sinon en faisant un autre trou ailleurs, pour remplir le premier. En amour, on ne peut jamais colmater un vide, sinon en volant à la tendresse un temps qui ne lui appartient pas. Un sourire n'est pas dans l'espace, il vient d'un espace intérieur. Il est la preuve d'une vie intérieure en trop-plein, qui déborde un peu sur les autres. Dans ce lieu, on aurait pu douter de la vie ou redouter la forme qu'elle prend en finale quand la prolongation se fait trop lourde. Avec mon père, ce lieu devenait vraisemblance. Vraie semblance. Oui. Ce qu'on voyait était plus que ce qui était. Dans un jardin, on ne croit pas à l'irrémédiable. Et combien je voudrais être de mon église le jardinier d'un jardin comme celui-là, où on croit à la vraisemblance. Je crois que chaque fois vous écrivez un tome du pimoine que vous êtes et qui ne dort pas la nuit. Et qui ne dort toujours pas. Qui ne dort toujours pas. Alors c'est peu. Oui. Alors ça lui donne, dans ses insomnies, de réfléchir, de méditer. Et d'offrir aux auditeurs de Radio Notre-Dame qui souvent écrivent pour m'en remercier, eh bien d'écrire un chapitre nouveau du petit moine qui ne dort pas la nuit. Il est plus facile la nuit, lorsqu'on ne dort pas, de rejoindre ses racines, comme par un retour en arrière, et de là prendre son élan pour un bond en avant. Il avait le souvenir de sa toute petite enfance, lorsqu'il jouait à marcher à reculons, entièrement rassuré, parce qu'il savait que s'il trébuchait, le bras de son père était là pour le recevoir. L'amour était pour lui cette certitude d'une présence paternelle, d'autant plus rassurante qu'elle est inapparente, comme si l'on cherchait, en dépassant le temps, à se souvenir de ce qui sera un jour, ombre dans la journée ou clarté dans la nuit. Enfant, il se souvenait d'avoir pleuré à l'idée qu'un jour son père ne serait plus. Il avait dû tellement pleurer que le jour où cela arriva, il n'avait plus eu de larmes. Il s'était donc contenté d'écrire enfin ces mots « il n'était plus », en prononçant la dernière lettre, et cela devenait « il était plus ». Lorsqu'il ne dormait pas la nuit, il tentait de réécrire sa journée en majuscules, en crescendo au superlatif. Cela se faisait sans bruit, humblement, comme lorsqu'enfant il avait peur et qu'il criait tout bas « Papa !» pour se rassurer. Cela tuait toutes ses peurs. Dans ce nom, il y avait tous les possibles de la gratitude. Les bleus de son âme s'arc-en-cielisaient de couleurs. Il s'était rendu compte qu'il n'écrivait jamais le mot « père » sans majuscule. Parce que tout petit, il avait un jour dit « J'ai au ciel un père et un autre sur la terre, mais en plus celui-là est mon papa. » Être aussi riche, cela valait bien une majuscule. Depuis son enfance, il voulait continuer à tout confondre. Le mot « père » était bien un plus dans sa vie. Lorsqu'il jouait dans le jardin de son père, il avait cette sensation d'être suivi par son regard, protégé par sa présence, rassuré de faire partie de son horizon. Plus tard, en faisant la psychologie des sentiments religieux, il avait appris que cela s'appelait providence. Avait-il aussi la sensation de faire partie au quotidien de l'horizon de Dieu ? C'était bien dans le jardin de son père qu'avait pris racine en lui la notion du divin. Lorsque la nuit, les tambours de la journée se taisent, il retrouvait le silence, celui des racines, qui dans l'ombre de la terre vivent toujours plus loin, poussent toujours plus profond. Il retenait son souffle pour ne pas se réveiller de son insomnie, pour ne pas quitter son rêve. Ne rien trouver dans sa quête échevelée le rassurait, parce que s'il savait
que s'il cherchait et trouvait, il perdrait aussi le désir de l'attente de posséder. Depuis la nuit, c'est dans le mystère du divin qu'il tentait de plonger ses racines pour en offrir les graines à qui voulait. Lorsque les autres dormaient, car eux dormaient la nuit, il pouvait en toute liberté aller, à l'image du pissenlit, partager ses graines à tout vent. Peut-être qu'en s'éveillant, les autres ne prendraient pas garde à cette graine qui, subrepticement, était venue incognito les squatter, pour se semer et s'aimer d'amour en eux, pour s'essaimer chez les autres. Que d'heures il avait passé dans le jardin de son père à contempler les abeilles qui allaient de fleur en fleur butiner le pollen pour s'en aller polliniser et féconder les autres fleurs voisines. La vie ne s'appartient pas, elle est en partage. Sa prière la nuit ne lui appartenait plus. Elle était le pollen fécondant qui s'en allait partout embaumer de la bonne odeur de Dieu, apaisé de la paix de Dieu, aimé de l'amour de Dieu. Cela était une pulsation infinie dans ses veines. Lorsqu'il repiquait des poireaux, son père donnait chance même au plus petit du semis. Il se refusait à ne repiquer que les gros. Les autres aussi avaient droit à un avenir, la soupe familiale. Peut-être même les arrosait-il davantage et plus copieusement. Combien maintenant il aurait aimé que dans son église on ait la même attitude vis-à-vis des petits, des ignorants, des ratés de la vie. La grâce des sacrements est en partage. Chorus supplet, a-t-on l'habitude de dire dans les monastères. Lorsqu'un moine s'absente durant l'office et manque à la récitation de quelques versets d'un psaume, il ne doit pas rattraper les versets perdus. L'ensemble de ses frères y a suppléé pour lui et les a chantés officiellement en son absence. Lorsqu'un petit, un faible, un enfant de pauvre famille n'a pas eu la chance d'aller aussi souvent au catéchisme qu'il aurait fallu, on se doit de dire « Ecclesia supplet ». L'Église y supplée. La foi des autres porte ce petit dans la communion des saints. Elle supplée au manque par un partage plus grand, une osmose d'amour. À ce niveau, un rejet est la preuve d'un manque de foi en l'Église mère. J'aime pour toi. Peut-être faudrait-il que dans ce cas, non pas uniquement donner des cours de rattrapage au catéchisme, mais donner de l'amour, de bienveillance en plus. Laissez venir à moi les petits-enfants, avait dit Jésus. Dans le jardin de son père, les plus petits plants recevaient un arrosage supplémentaire. Les avortons de l'Église devraient y recevoir de l'amour supplémentaire, une attention, un respect plus grand. Comme sur les camions des routiers, on lisait « Je roule pour vous », il aurait aimé faire dire à tous dans son église « J'aime pour vous sans exclusion ». C'est ce qu'il faisait la nuit durant ses aides-somnies, aimé d'un amour sans frontières, universel, katholikos en grec. Le contraire de catholique devenait catho, étroit, mesquin, primaire, alors que les catholiques se devaient d'être ouverts, accueillants, libérés et libérants, appelés et appelants, et cela sans exclusion. Dans un grand soupir, car il sentait le sommeil venir, il accueillit donc aussi dans son cœur ceux qui voulaient une église de pur, d'intègre, de beau et de fort. Il les accueillit aussi dans la compassion, car Jésus avait dit « C'est la mesure que vous aurez eue pour les autres, avec laquelle vous serez mesurés aussi vous-même. » Et il se promit que ce jour-là, il plaiderait leur cause devant Dieu. « Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. »
parce qu'ils veulent une église plus réussie que la tienne. Ils veulent tenter d'éliminer les maillons faibles. Seigneur, aime-les quand même. Eux, les plus beaux, les plus gros poireaux du jardin de ton père. Ils ont droit, eux aussi, à l'éternelle soupe familiale. Quel était donc le portrait de votre papa? Et nous allons écouter celui que nous en donne Daniel Guichard. Oui, alors si j'ai choisi cette chanson, c'est parce que mon papa, c'est le contraire de ça. Il est tout le contraire de ce que dit Daniel Guichard. Et en écoutant cette chanson, je pense à ce commandement de Dieu: tu honoreras ton père. Le père de Daniel Guichard n'est pas du tout honorable, mais son fils l'aime. Et dans cet amour, à la fin du chant, il l'appelle papa en poussant un cri. Il y a tous les pardons du monde. Moi, les pardons, c'est mon papa qui me les accordait à moi. Alors on écoute Daniel Guichard. J'ai un conte d'Henri Gougaud. Oui. Pour une fois, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, mais je le trouve Henri tellement Gougaud, merveilleux. grand poète, oui. Qui est intitulé L'empreinte. Et Henri Gougaud fait remarquer que les contes ne parlent pas du monde de l'enfance, mais de l'enfance du monde. Savez-vous pourquoi sur nos visages est un sillon creusé entre la base du nez et le milieu des lèvres? Eh bien, écoutez donc. Garçon, dit l'histoire, sache que dans la demeure céleste où tu vivais avant de naître, tout n'était que silence et savoir. Il a fallu un jour la quitter. À l'heure juste, ton père d'en haut t'a dit « Va !» et il a ouvert la porte. Et tu as découvert devant toi des chemins innombrables, des monts, des plaines, des villes, des forêts, et tu t'es effrayé, et tu as gémi. Dans ce chaos furieux, comment vais-je survivre? Tu dois aller, a répondu ton père. Quelque chose te manque ici qui est en bas. Il t'a serré sur sa poitrine. Tu as senti battre son cœur. Tu as pensé qu'il ne pouvait te chasser de sa bienheureuse maison. Tu lui as dit « Ici, Père, tout est lumière et connaissance, que me manque-t-il donc ?» Ton père a murmuré « Il te manque la nuit et l'incertitude. » Tu ne connaissais pas le sens de ces mots. Tu as crié, tremblant « Qu'y a-t-il donc de si précieux dans le doute et dans les ténèbres ?» La foi, a répondu ton père, la foi que rien ne prouve. Le désir pur, la confiance ignorante. Pour l'atteindre, mon fils, il te faudra oublier nos savoirs infinis. Il a souri et il a murmuré « Chut !» Et il a posé l'index au travers de ta bouche, afin que désormais tu ne puisses plus dire ce que de toujours tu savais. Il t'a poussé dehors, tu es venu au monde. Enfant, regarde-toi. Entre le bas du nez et le milieu des lèvres est un sillon creusé. C'est l'empreinte du doigt de ton père. Magnifique. Et c'est vrai que j'aimerais ressembler encore davantage à mon père. Alors, comment pouvait-il travailler votre papa avec une seule main qui est en partie paralysée? Comment faisait-il? C'est extraordinaire parce que faire un jardin avec... il était amputé d'un bras et de l'autre bras était en partie paralysé. Comment... Eh bien, il savait tout faire mieux que les autres et sans bras. Il savait faire de la maçonnerie, il cultivait le jardin, il greffait des arbres fruitiers. D'ailleurs, il n'appelait pas ça travailler, il appelait ça toujours bricoler. Il fait du bricolage, c'était humblement, et il le disait tout simplement. Et comment faisait-il son bricolage alors Eh bien, d'abord, son atelier, c'était un lieu sacré. La porte était toujours ouverte. Et chaque chose était à une place bien précise, parce que avec sa main, il fallait qu'il puisse attraper les objets de telle ou telle façon. Oui. Un petit peu à la fois, on arrivait à découvrir que ce qu'il savait faire, jusqu'à la fin de sa vie, il faisait des efforts pour faire des choses qu'il n'avait encore jamais su faire la veille.
Et il avait plus de 70 ans quand il a réussi à lasser ses chaussures pour la première fois tout seul. Il s'est rééduqué au fil des années. Cet entêtement à faire quand même, avec sa main paralysée. Lorsqu'il avait fini de bêcher, son outil était gratté, lavé, enfin graissé, avant que d'être remis jusqu'à l'an suivant dans l'atelier, sous la chignole. Lorsque je dérangeais un outil, il ne disait rien, mais il le remettait à sa place à l'envers pour que je le découvre en silence. J'avais commis une erreur. Les exigences de l'ordre étaient pour lui, mais il ne les imposait pas aux autres. Les exigences étaient pour lui nécessitées à cause de ses amputations. Il fallait que les objets soient à sa portée, qu'il puisse les prendre avec facilité. J'ai l'impression qu'il nous traitait de la même façon pour que nous puissions prendre la vie avec facilité à notre portée. Les exigences étaient pour lui, sa patience pour les autres. « Je crois que tu n'as pas encore compris, me disait-il, ou bien parfois c'était « répète un peu pour voir si tu as bien compris ». Tout mouvement lui était difficile et douloureux. Lorsqu'il bêchait la terre, le manche de son outil était raccourci à la taille de son avant-bras. D'un coup sec, il lançait la bêche en terre et d'un bras le renversait pour retourner la motte. Il ne retournait que 5 rangées, car l'effort était si énorme qu'il lui fallait reprendre force en s'occupant d'une autre façon à tous ces petits riens qui font qu'un jardin de parc de poireaux devienne un lieu de bonheur et de paix. Ce sont sans doute ces petits riens qui de banal rendent nos vies embaumées de fleurs, où les papillons de la tendresse aiment à venir se poser. Ce ne sont que des détails qui causent souvent nos discussions, parfois nos disputes. Mais ce ne sont aussi que des petits riens qui rendent la vie merveilleuse, où les rêves les plus fous deviennent notre respiration quotidienne et prennent racine pour pouvoir multiplier la capacité de vie. La terre ne vit que pour mourir au rythme des saisons et revivre au temps de la suivante. La mort n'est pas un drame pour un jardinier, elle est l'attente de ce qui doit venir pour pouvoir devenir autre. Avant de s'inventer tous les peut-être derrière toutes les attentions dont la terre a besoin pour donner fruits, fleurs, hiver, été. C'est tellement merveilleux de voir un être respectueux de ce qui est attentionné, qui se sent l'obligé d'une relation vraie à l'autre, aux choses, aux bêtes et aux gens. Plus aucun droit ne semble exister, mais seulement un sentiment de gratitude à la vie, comme une dette infinie que seul l'amour pourra peut-être un jour régler. Et quand je suis à Madagascar et que je vois ces pauvres gens faire des jardins tout en haut de la colline, il leur faut une journée pour amener un seau d'eau. Et quand on voit le résultat, ces petits légumes alignés admirablement, un jour je vais distribuer des graines à des gens qui travaillaient sur le bord de la route. Ils m'ont remercié infiniment. Et au moment de remonter dans la voiture, je découvre que j'avais encore quelques sachets de graines. Je suis donc de nouveau descendu du véhicule pour aller les leur porter. Et à ce moment-là, j'ai vu la vieille, la grand-mère, c'est la plus respectée, qui avait ouvert le sachet de graines de tomates et qui les partageait graine par graine pour que chacun puisse en avoir autant que l'autre. La grand-mère qui partage les graines une à une pour donner la part aux autres, de la vie qui va repousser. Je t'aime, mon père, d'avoir su me dire l'essence de la terre, de la vie du jardin. C'était l'essentiel de la vie. Tu as semé cela en moi, il me reste à le vivre. Cet essentiel ne me demande que d'être là, comme une graine qu'on met en terre, qui laisse la nature et le rythme des saisons jouer pour elle la partition. Serais-je le jardinier de ma vie,
où la terre est l'histoire, le passé. Là, au présent, je suis le cadeau que la terre me fait d'être mère de ce que je vais devenir. Elle n'est pas comme les hommes, porteurs de tant d'amour, mais n'en donnant que peu. Il arrivait qu'un semis ne lève pas. Alors il se remettait lui-même en question. Sans doute y a-t-il quelque chose que je n'ai pas bien fait ou oublié de faire. Je me souviens de la saison où les carottes n'avaient pas levé au bout de 3 semaines. Il s'était contenté, à la même place, de semer des radis sans toucher au semis précédent. Les nouvelles semences avaient réveillé dans la terre l'envie d'être mère. Quelques jours après, les 2 racines bulbeuses, par un phénomène de germination, avaient levé ensemble. L'amour n'est jamais en partage. Il est plus un échange, jamais en opposition. L'on y peut grandir même des erreurs de l'autre. Et les labyrinthes de chemins buissonniers peuvent nous faire découvrir d'inattendues sentes qui mènent au même but. La vie qui sème en toi. 18 jours après, les radis étaient mûrs, nous nous en régalions le midi, parce que le soir c'est trop difficile à digérer. Les carottes, elles, attendirent 6 mois à rougir de plaisir pour nous accorder d'avoir meilleur caractère et les cuisses roses. Et si dans mon église, lorsque les petits ne lèvent pas au goût de certains, on se contentait d'être des grands, comme des grands frères, qui les accompagnent pour spontanément, comme en osmose, les conduire avec nous vers la lumière du divin, sans juger, sans accuser, sans faire de différence. Être nous aussi ce phénomène de germination de l'amour dans le cœur des autres. La porte de l'atelier donnait sur le jardin. Elle était toujours ouverte. À cause de son handicap, un rangement minutieux y permettait de trouver à vue tous les outils. Malgré sa main paralysée, il y avait les outils de cordonnier, de menuisier, de maçon, de peintre, car il faisait tout cela. Je ressens à travers ces outils toute une histoire infuse. Ma propre histoire a toujours été mêlée au faire, au travail, au parfaire, bien que lui n'employait qu'un seul mot, bricolage, parce qu'il n'avait qu'une seule main pour travailler, mais je crois qu'il avait un cœur pour s'obstiner à le faire. Il faisait tout difficilement, avec une aisance étonnante d'habileté. C'est vrai qu'il savait tout faire, avec cette déconcertante façon qui laissait croire que son cœur était au bout de ses doigts. Il travaillait à la place de son autre bras amputé. Souvent, sa bouche, ses lèvres et ses dents lui servaient de préhension pour défaire un nœud, pour retenir, pour tirer. Nous avions plaisir, mon frère et moi, à l'imiter, à le mimer en souriant. Sa façon de manipuler, de manier, manifestait la présence étonnante d'un espace du dedans, d'une manière d'être qui probablement, inconsciemment chez lui, ont été pour moi à l'origine d'une évolution intérieure. Tu me posais tout à l'heure, Chantal, la question de savoir si j'aurais aimé être jardinier. Je pense que je le suis. À la demeure, il y a un jardin potager, j'y passe tous les jours du temps. Et quel bonheur d'aller cueillir une salade et de la manger 10 minutes après. Quel bonheur le matin tôt d'aller cueillir les premières fraises et de les goûter
quand les pigeons sur la table de pierre dans le jardin ne viennent pas me les enlever de la main. Mais je reviens à mon père. Les yeux de mon père avaient le bleu des pervenches qu'il offrait à ma mère, mélangé à l'alchimie exotique de noms de fleurs qui ont cette couleur. Les pieds d'alouette, le jacaranda, les myosotis, les lobélias. C'était, je crois, sa fleur préférée. Ses yeux avaient la profondeur qui venait de l'intérieur de son regard. Il n'avait jamais porté des lunettes pour voir de loin. Je crois que quand on aime, le loin vient à vous tout seul. Il désobjective la distance, qui devient mystérieusement subjective. La distance alors n'est plus mesurable. Elle se mêle à la couleur bleutée que prend l'air à l'horizon le soir, quand le soleil l'invite à faire l'amour avec la terre. Il ne portait les lunettes qui cerclaient ses yeux bleus que pour lire son journal l'été. Lorsqu'en début d'après-midi, il attendait que le soleil allonge les ombres et chauffe moins. En lisant attentivement, il semblait le méditer. Assis dans la serre, à l'abri de la vigne qui s'alourdissait de sombres grattes colorées de jaune, c'était la variété grand colmar, qui se soigne par le mildiou. Cela s'appelle la fleur du soufre. On mouillait d'abord les grappes en y pulvérisant de l'eau, à laquelle de fines poussières jaunes venaient se coller et adhérer. C'était la guérison du mal. Tout enfant, mon père m'avait appris cela et me le faisait découvrir. Toujours il guettait les premiers grains matures avant les autres, car la nature est faite d'exceptions. Son regard aussi savait en faire, et je crois que lorsqu'il me regardait, je sentais qu'il me voulait jardinier. J'avais déjà fait mon choix d'exception, jardinier du bon Dieu, à cultiver les âmes, à faire fleurir les cœurs, à aimer pour rien, comme la vigne pousse dans un jardin, comme on aime une rose même si elle va faner demain, parce que demain, bientôt sera un autre jour, un autre aujourd'hui. J'avais déjà fait mon choix, j'avais tout simplement laissé pousser en moi ce qu'il avait lui-même semé. Il savait faire des exceptions. Et si maintenant que je suis jardinier du bon Dieu, je suivais le même chemin que lui, savoir faire des exceptions, ne pas enfermer mon Église dans une boutique, dans une paroisse, même dans une cérémonie, aller bien au-delà, laisser la nature, laisser Dieu être lui-même en chacun. Je me souviens qu'à l'époque, au petit séminaire, il y avait la section des VT, vocation tardive. C'étaient des gens qui avaient vécu une vie déjà dans le monde. L'un d'eux avait été pêcheur sur le bord de la mer, l'autre avait été mineur. Et prenant de l'âge, ils étaient rentrés au séminaire pour devenir prêtres. Ils étaient traités d'une autre façon que nous. On savait faire une exception. Ils avaient eu un autre langage que nous, une autre façon de penser que nous. Si on pouvait reconnaître en chacun ce qu'il est, et comme dans un jardin, comme faisait mon père avec les plants de poireaux plus chétifs, les arroser davantage, plus copieusement, pour les mener à bien selon ce qu'ils sont eux-mêmes, et non pas selon ce qu'on rêve qu'ils soient. Il était occupé à récolter des tubercules de pommes de terre. Je rentrais du catéchisme. Viens aider papa à ramasser.
J'éclatai en sanglots inconsolables. C'est vrai que tu n'es pas mon vrai père? Des regards câlins furent sa réponse, bientôt suivis de « Ne dis pas de bêtises ». Mais papa, on l'a appris au catéchisme. Il faut qu'on ramasse tout avant qu'il ne fasse noir, dépêche-toi. Me dépêcher ne m'empêchait pas de pleurer de désespoir. Ce n'est qu'une fois les mains lavées, assis à table pour le repas, que vinrent les explications. On nous a appris une prière qui est fausse, ou bien alors tu n'es pas mon vrai père. On avait récité un autre Père qui est aux cieux. Il prit un morceau de pain et, la main levée, continua à réciter à haute voix la prière. « Donne-nous notre pain de ce jour. » Alors sa main se tendit vers moi. « Je suis au moins ton père nourricier. » L'enfant avait compris un autre père au lieu d'un autre père. La terre était son pays et le jardin sa patrie, mais une patrie qui n'aurait eu qu'un faux prince d'herbe folle, un faux père de remplacement. La peur m'avait brusquement envahi. Peur qu'il ne soit plus en moi que silence. Comment aurais-je fait? Un faux père ne pouvait être qu'un faux jardinier d'incohérence. Mais le jardin avait une telle harmonie qu'il ne pouvait être le travail d'un faux horticulteur. Tout ce que je savais des fleurs, des arbres, des plantes, des légumes, était bien conforme à la réalité, à la beauté, à l'équilibre. Avait-il deviné le combat intérieur que je subissais? Au lieu de me faire une leçon de grammaire, il se contenta de me dire « Si tu as un autre père qui est aux cieux, cela ne t'empêche rien d'en avoir un vrai sur la terre du jardin. » Le jardin redevenait ma patrie, mon royaume, et lui, le père de pacotille, redevenait le papa pour qui je pleurais la nuit en cachette, à la simple idée qu'un jour il pourrait bien mourir. Mais voilà que, si ce jour-là devait arriver, je serais bien heureux et consolé d'avoir un autre père, à qui au ciel je confierais le vrai, pour qu'il en prenne soin, qui là-haut lui laverait la main, lui roulerait sa cigarette, lui remonterait son pantalon, ce que mon papa de la terre ne pouvait faire à cause de ses amputations. Il serait un vrai père. Alors calmement je décidai qu'il fallait changer la prière apprise et dire « Notre Père qui es aux cieux, garde-nous nos papas de la terre. » Jamais il n'aurait travaillé le dimanche, c'était le jour du Seigneur. Cependant il n'hésitait pas à faire ce jour-là telle ou telle petite chose, parce que c'est aujourd'hui que la terre en a besoin. Être en vibration avec l'instant vous met aussitôt en vibration avec le tout de l'infini. Un jour que j'avais récupéré une goutte d'eau au bout du doigt, je la lui avais apportée pour savoir d'où elle venait. Elle est tombée d'en haut, mais elle vient d'ailleurs. Alors, faisant semblant de la renifler, celle-ci vient du Guatemala. Je ne sais pas s'il savait exactement où se situait ce pays, mais j'avais compris aussitôt qu'avec un nom pareil, ce devait être très loin. Alors, papa, j'ai au bout du doigt une goutte d'eau étrangère? Tu te trompes, l'eau est partout chez elle. Elle existe dans le sol, le sous-sol, elle coule du sommet de la montagne, en parcourant tout le pays jusqu'à la mer. L'eau n'a pas de frontières. Les frontières sont dans la tête et l'intérêt égoïste des hommes. Les mers occupent beaucoup plus d'espace que les terres. Les nuages sont de l'eau, on la retrouve dans la carafe, dans la fleur, le fruit,
et même à l'intérieur de toi. L'eau est partout chez elle. La nature est eau à 100%. C'est nous qui sommes des étrangers, des invités sur la terre. Nous sommes ses hôtes. Jamais nous ne la respecterons assez. Jamais nous ne l'honorerons assez. La première des politesses au monde, c'est à l'eau que nous la devons, puisque nous lui devons la vie. À l'époque, on ne parlait pas encore de pollution, d'écologie, parce qu'on pouvait boire l'eau des ruisseaux. Le plastique n'existait pas. Les vieux métaux allaient à la ferraille, le bois, le papier, le carton allumaient la cuisinière chaque matin. Les déchets alimentaires servaient aux poulaillers à nous donner d'excellents œufs. Au jardin, le fumier des lapins devenait l'humus nécessaire à la croissance des plantes. L'eau était la reine respectée, la mère honorée, on ne la salissait pas. Mais alors, papa, l'eau, c'est plus que de l'eau bénite? Le dimanche suivant, à l'église, je la pris avec encore beaucoup plus de respect au grand bénitier coquillage qui nous l'offrait gracieusement à l'entrée du sanctuaire. Alors voilà ce que vous nous dites. J'aimais être réveillée le matin, bercée par le chant des oiseaux. Leur signature musicale unique me les faisait reconnaître de loin. Mon père non seulement les nommait, mais il savait où celui-ci nichait, où celui-là se nourrissait. Bien plus tard, j'ai découvert cette phrase de la préface de la messe. Et la création tout entière qui t'acclame par nos voix. Le respect de la nature était pour lui naturel. Cependant, il n'acceptait pas que les oiseaux viennent détériorer son jardin ou, par bande, manger la nourriture des poules. Ce n'est pas leur place. On ne doit pas laisser les animaux détruire le travail des hommes. Son comportement quotidien m'a appris ce qu'était l'attitude juste. Ce n'est pas par le sentiment que nous la découvrons, mais plutôt par cette intelligence du cœur qui rythme nos vies d'harmonie, de respect, à la recherche de l'essentiel. Puisque votre papa habitait bien sûr le nord de la France, Les Flandres. les Flandres. Il y en a un qui a bien chanté ce pays. Jacques Brel, Ce plat le pays. plat pays qui est le mien. Et quand je retourne dans les Flandres et que je vois que brusquement il n'y a plus de monticules, il n'y a que des routes. Toujours dans ce jardin, le jardin de votre père, Père André-Marie, on s'y promène toujours, et bien sûr dans un jardin, il y a des fourmis aussi. Est-ce que c'est de lui que vous vient votre amour des fourmis? Parce que je sais que vous aimez les fourmis. J'étais assis sous le prunier Reine-Claude. Une démangeaison à la jambe me fit découvrir une fourmi, puis une autre. Jamais ces petits insectes ne m'avaient intéressé jusqu'à ce jour. Bientôt, je voyais une procession. Elles se suivaient l'une l'autre et dessinaient au ras du sol, puis sur le mur, entre le jardin et le verger, une ligne noire ininterrompue qui redescendait de l'autre côté. En fait, elles étaient comme deux rails, composés des unes qui allaient charger et des autres qui revenaient à vide. Elles allaient entreposer à la fourmilière le fruit de leur incessante quête. Je découvris des plures de prunes entièrement vidées, fines comme des papiers. Elles avaient tout emporté en laissant la pelure. Mon admiration bruyante alerta la constante vigilance paternelle. Il vint regarder avec moi, comme si je lui faisais découvrir quelque chose de nouveau. Il me posait même des questions dont le but était de me faire découvrir la réponse par moi-même. L'un des buts de l'éducation n'est-il pas de faire découvrir? Ces fourmis étaient inconsciemment entre mon père et moi l'occasion d'un dialogue, d'une expression, de son attention à mon égard.
Mais en était-elle consciente, elle, de leur côté ? Tu sais, Nunch, tout cela existe, depuis toujours, mais tu ne le savais pas. Apprends à regarder. Il me fit soulever une pierre. Je voyais les fourmis ailées, les œufs, les nymphes et les milliers d'ouvrières qui cherchaient à cacher leur progéniture. Est-ce que ce sont leurs enfants ? Non, ce sont les petits de la communauté. Comme toi, tu es le fils de papa et de maman, tu es l'enfant du village et tu es l'enfant de la terre. Je secouais désespérément la tête, car j'ai découvert peu à peu que je ne savais rien de tout ce qu'il m'aurait fallu apprendre. La vie était en moi et je ne le savais pas. Brusquement, dans ma tête, les lettres des mots devenaient comme des fourmis qui, en ligne ininterrompue, conduisaient jusqu'à la fourmilière de la connaissance. J'avais appris à l'école l'existence dans le sang de globules blancs et de globules rouges. Je les imaginais également en ligne continue faire leur travail pour la nourriture, l'oxygénation et le nettoyage du corps. Mais résonne encore en moi la phrase entendue de mon père « Tout cela existe et tu ne le savais pas. » Il me faut apprendre à regarder. Mes yeux seraient la porte de mon cœur. J'avais peur de tout ce monde inconnu, de tous ces êtres à découvrir, et je me mis à chercher désespérément sous le prunier. Papa, aide-moi à retrouver la fourmi qui tout à l'heure grimpait sur ma jambe. Je voudrais lui dire merci de tout ce qu'elle m'a appris. Un jour, on parlera spécialement des fourmis parce que vraiment, c'est un amour. Vous avez vraiment une connaissance et respect des fourmis. Chantal, la semaine dernière, les fourmis ont envahi la véranda chez moi. Il était 4 heures de l'après-midi lorsque je me suis rendu compte. Alors je suis allé leur dire, écoutez les fourmis, ici c'est chez moi. Vous êtes dehors, vous avez des trous pour sortir, alors vous partez. Je suis passé une demi-heure après, elles étaient encore là. J'ai redit la même chose. Eh bien, un quart d'heure après, il n'y en avait plus aucune. Et pourtant, j'ai découvert que dans la véranda, quelque temps avant, des amis étaient venus, on avait pris du café, et il y avait des traces de sucre par terre. Eh bien, elles ont même abandonné le sucre, et elles sont rentrées chez elles. Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer? Et je leur ai parlé, je leur ai dit, écoutez, il y a des plus intelligentes parmi vous. Alors faites comprendre aux autres que je n'ai pas envie de me servir d'une bombe insecticide. Votre place, c'est pas dans la maison. Et vous partez, vous me laissez chez moi, mais moi je vous aime. Et j'ai fait l'expérience des tas de fois. Les fourmis obéissent à ce qui sort de notre cœur. Je ne sais pas si elles entendent les mots, si elles n'ont pas d'oreilles, mais elles perçoivent nos sentiments. Vous êtes une sorte de François d'Assise dans votre relation. On est tous des François d'Assise, mais on ne le sait pas. Et on n'a peut-être pas assez d'amour pour oser le dire. Est-ce que c'est votre papa qui a fait naître en vous aussi le respect de la terre alors J'ai dû passer plus de temps accroupi, les genoux crottés debout, à parler aux fourmis et à les écouter, qu'à épeler les tables de multiplication. Il m'avait appris que la présence des fourmis sur une branche révélait de loin celle des pucerons, qui sont leurs vaches à traire. Il savait respecter les vers de terre et n'en donnait qu'avec parcimonie aux poules lorsqu'ils bêchaient. Un lombric décompose et dégrade dans l'année plus de 400 kilos de matière organique, un seul ver de terre. Il la rend plus fertilisée, sans apport d'engrais chimiques. J'aimerais pouvoir garder et entretenir un coin de jardin secret où cette solidarité de la nature, des plantes, des animaux et des hommes puisse s'émerveiller d'être et d'aimer. Comme je m'arrêtais à la notion de vie, celle qui animait la plante enracinée, qui décorait la grande salle dans la maison et auprès de laquelle je passais tous les jours des heures à faire mes devoirs, je considérais qu'aimer son prochain commençait par aimer cette plante. Il ne m'en dissuada pas. Il existe des choses, des plantes, des animaux et des hommes. Et il existe entre eux une insaisissable fraternité. L'homme devient immense lorsqu'il sait écouter le dialogue qu'a la vie à travers ses 1000 façons d'être.
Bien sûr, ce n'était pas ses propres mots, mais c'était ce qui émanait de sa façon d'être et du respect qu'il portait à tout être. Car il y a dans l'écoute des choses une façon d'être consommateur, une autre façon d'être créateur, le lien des choses et la beauté, le lien de l'homme et le respect, et la vieillesse en est l'image devant Dieu. Eh bien, justement, en hommage à votre papa et à tous les papas qui vieillissent et voilà, avec beaucoup de tendresse. Oui. Dans ces paroles et dans cette voix. S'ils veulent me faire plaisir, ceux qui l'ont connu n'ont qu'à me dire « Tu ressembles à ton père ». Je sens alors monter en moi une forme de béatitude. Lorsque le cœur s'ouvre, le commandement du décalogue « Tu honoreras ton père » disparaît. Naît alors la gratitude d'une dette infinie à l'égard de la vie. Dans un jardin, la mort n'existe pas. Tout y est permanente mutation, transformation, fleurissement. L'automne n'y est que l'aurore du printemps, où tout bourgeonne, de l'été où tout fleurit. Bêcher et travailler la terre y est une fête, semer une joie, récolter un bonheur. Comment peuvent-ils vivre, les emprisonnés du béton, de l'asphalte, qui n'ont de vacances que pour monter dans une voiture et découvrir les embouteillages de l'autoroute? Enfants, mon frère et moi, après l'école, faisions nos devoirs dans la serre, sous la vigne. Nous ne jouions pas dans la cour, c'était toujours dans le jardin. Nos jeux, c'était regarder, sentir, ressentir. Là, tous mes sens ont appris à s'éveiller, à s'émerveiller. Le jardin de mon père a été ma véritable école, mon royaume, mon premier paradis. La terre a été mon premier amour. Jamais je n'aurais pu imaginer, à l'époque, que, devenu potier, c'est encore la terre qui m'aurait permis de nourrir des milliers d'enfants de par le monde. La terre est la survie de l'amour. De ce jardin où tu m'as invité, où je me suis inventé, reste, mon père, le jardinier de ce lieu intérieur. Car les inspirés ont cette chance de donner un peu de leur âme à ceux qui les côtoient. Un grand merci, Père André-Marie, de nous avoir vraiment ouvert le jardin secret de votre cœur en nous ouvrant le jardin de votre papa. Mais j'ai aussi cette sensation que ce qu'était mon papa, il l'était pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir un papa comme lui, parce que c'était pas le mien. Je suis en train de parler du jardin de mon père et je partage ce bonheur d'avoir eu un papa comme lui avec ce gamin qui disait « Moi, plus tard, quand je serai grand, je vais casser la gueule à mon père. Eh bien, mon petit, je te donne mon papa. Il devient le tien. » Et à tous ceux qui vivent justement des situations comme celle-là. Et puis moi, maintenant, à Madagascar, on m'appelle Dadabé. C'est oui, plus que père, on m'appelle c'est grand-père. Grand merci, Père André-Marie. Un bouquet de soleil accroché à ma terre et tout le bleu du ciel pour habiller mes rêves. J'ai écrit la chanson que me soufflait le vent. Je bâtirai maison
sur la pierre du temps. Si tu viens à ma terre, où je bâtis maison, et si tu viens en frère, reste dans ma chanson. Un oiseau est parti au premier jour d'hiver, et mon cœur l'a suivi. Mes yeux se sont ouverts, quelques miettes de pain, et l'hiver passera dans le creux de ma main. Mon oiseau reviendra. Si tu viens à ma terre, où je bâtis maison, et si tu viens en frère, reste dans ma chanson. Un accord de guitare pour célébrer la vie, un ami qui repart, le soleil qui fleurit. Si tu viens à ma terre, où je bâtis maison, et si tu viens en frère, reste dans ma chanson. Si tu viens à ma terre, où je bâtis maison, et si tu viens en frère, reste dans ma chanson.